L'économie, la politique, la drague, décidément, l'ubérisation ne fait aucune exception. Porteur de changement pour certains, réel danger pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que rien ne semble pouvoir arrêter cette vague, ce phénomène. Denis Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la transformation digitale, PDG d'EduFactory, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Votre livre, je le rappelle, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. C'est coécrit avec Grégoire Leclerc et c'est aux éditions Duno. Les assises de l'ubérisation ont eu lieu il y a quelques jours maintenant. Je sais que vous êtes très satisfait. Acteur, penseur, entrepreneur ou encore homme politique. Comment ces assises entendent-elles faire un petit peu changer les choses? Et surtout, s'il fallait retenir un thème, une conclusion, quelle serait-elle? En fait, on en est venu à la conclusion qu'il fallait tout traduire en homme et en femme, mais en homme au sens général du terme. C'est-à-dire chaque décision, chaque technologie, chaque grand mouvement sur le digital, les mouvements sociaux, l'intelligence artificielle, la robotisation, traduisons tout ça en homme et en femme. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on axe le développement de la société sur le développement de l'homme et non sur son asservissement, sa disparition ou sa précarisation. Est-ce que l'ubérisation est devenue un gros mot pour certains? Oui, parce que c'est très cristallisant. D'abord, il y a Uber dedans, donc du coup, on pense VTC taxi, donc tout de suite, on voit par le petit bout de la lorgnette et on voit cet affrontement entre les chauffeurs VTC taxi, mais en réalité, on voit bien qu'on parle d'un phénomène beaucoup plus vaste, puisqu'aujourd'hui arrive à travers une plateforme que vous dictez depuis votre index, une maquilleuse, une coiffeuse, un créateur graphique, un jardinier, enfin toutes les professions qui peuvent arriver chez vous de façon intellectuelle ou physique. Faire de la France une terre d'économie collaborative, c'est le gouvernement qui avait très clairement affiché son ambition, c'était en février 2016. Est-ce que vous estimez qu'en l'espace de moins d'un an, le gouvernement a fait volte-face sur la question? Je pense que la classe politique n'a pas voulu se saisir de ce thème. Pourquoi? Parce que d'un côté, il est très cristallisant, et qui dit cristallisant dit s'attaquer à des numerus clausus, à des corporations, à des rentes parfois. Et automatiquement, ces gens-là, pour l'instant, ce n'est pas Uber qui vote pour eux, c'est eux. Donc, eux sont plus dans une volonté électoraliste de dire « je vais satisfaire ceux qui votent pour moi ». Donc, du coup, ça empêche déjà une grande partie de la réflexion. Ça enlève l'oxygène sur la réflexion. Bon. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit comme on n'y comprend rien et qu'on ne veut pas y réfléchir, on interdit, on charge, on taxe, et on s'est exclu de toute autre réflexion. Et puis enfin, on arrive au présidentiel. Et quel est le candidat qui aura le courage de parler d'automatisation, de robotisation, de disparition d'emplois et de préparation de l'avenir des gens à travers ces modifications? Personne. Donc je pense que la classe politique n'est vraiment pas l'élément sur lequel on peut se baser pour faire avancer ce pays. J'allais y venir justement, Denis Jacquet, ouais. Vous parlez de l'élection présidentielle qui arrive, on le sait, à grands pas, on est allé à 80 jours maintenant. Est-ce qu'il y a un candidat qui se démarque? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un candidat qui prend cette mesure de toute cette révolution digitale? On a entendu, aller assez rapidement, Benoît Hamon, parler de cette taxe sur la robotisation, mais on n'a pas entendu grand-chose au final. Moi j'ai entendu beaucoup de peur, donc la gauche de la gauche est plus sur la précarisation, sur la paupérisation. Elle peut avoir tort sur une partie, mais elle oublie aussi de dire qu'une partie de cette économie a remis au travail des gens qui n'en avaient plus depuis très longtemps et qui étaient discriminés. Il y a une partie qui n'y réfléchit pas et qui ne propose pas. Je n'ai pas entendu grand-chose du côté de Fillon sur le sujet, du côté de Marine Le Pen non plus. Très clairement, pour l'instant, le seul qui apporte quelques éléments, c'est Macron, mais ce n'est pas encore très clair non plus. On ne peut pas dire qu'on a entendu, au-delà du travail qui est devenu son axe principal, je n'ai pas encore entendu beaucoup de choses sur le développement du numérique. Et le fait de dire que Uber, c'est tout mauvais ou tout bon, pour moi, ce n'est pas une proposition des présidentielles. Quelle définition donneriez-vous de la blockchain et surtout, quel impact peut avoir cette blockchain demain sur l'État ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'arrive pas encore à savoir si véritablement cette technologie et cette façon de voir les choses, c'est-à-dire le fait que tout à coup, cette donnée que vous et moi on a, soit elle appartient en gros, notamment à des Google, et d'autres qui l'exploitent, en gagnent beaucoup d'argent sous un prétexte de gratuité, ce qui est quand même une vraie question qu'il faut se poser. Bon. Et de l'autre côté, de savoir si, parce que tout ça, c'était une philosophie un petit peu anarchiste, un peu libertaire, en disant cette donnée, elle est partagée entre des millions de personnes qui finalement détiennent un petit morceau chacun. Et finalement, c'est un moyen d'extourner cette donnée qui est capitalisée par les grosses plateformes au profit de nous tous. Et on partage cette valeur, on partage cette donnée, donc c'est beaucoup plus démocratique. Et c'était associé bien sûr au Bitcoin, qui était aussi une monnaie. Donc c'était toute une philosophie. Donc on ne sait pas à quelle vitesse ça va se développer. On sait que les grands du secteur, les Accenture, etc., sont en train de se baser dessus. Donc les technologies se développent. La première bourse australienne est en train de le tester.
D'un point de vue démocratique, ça peut être très intéressant. D'un point de vue conservation de la donnée et dissémination de la donnée, ça peut être très intéressant. Donc moi, je pense que d'un point de vue, en tout cas, oui, je le répète, démocratique, ça pourrait être une technologie très intéressante à mettre en place comme un modèle alternatif à la captation des données par un tout petit nombre. Est-ce que l'ubérisation du code du travail, selon vous, est inéluctable ? C'est très difficile de savoir à quelle vitesse ça va aller. Ce qui est très clair, c'est que nous, on milite pour un statut de l'actif. Ce qui veut dire que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, le même socle de valeurs fondamentales pour tous, la même protection, la même formation, la même retraite, la même prévoyance pour tous. Ce qui compliqué à se mettre en place ou pas ? Plutôt. Oui, c'est compliqué parce que tout à coup, il faut détricoter énormément de choses. Mais bien évidemment, on voit bien que les gens n'ayant plus confiance dans les structures et dans l'avenir sont en train de trouver des moyens de contournement. Et ils trouvent les alliés, les plateformes comme alliés provisoires en tout cas pour le faire, pour détricoter ce système à leur sauce. Alors forcément, ça crée des déséquilibres, mais ça crée aussi des perspectives. Il faut faire le tri et puis avancer. On parle beaucoup également en ce moment de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle, la fameuse IA. L'humanité doit-elle craindre justement de laisser sa place à une future conscience robotique ? Est-ce que c'est de l'ordre de la science-fiction ou du fantasme ? Alors, je pense qu'on a déjà très largement dépassé le stade du futur. On est déjà dans le présent, c'est-à-dire que ces technologies sont déjà à l'œuvre. Ce qu'on appelle l'intelligence faible est déjà dans tous nos smartphones, donc elle existe déjà. L'intelligence médium, elle est déjà dans le jeu de Go, le jeu d'échecs, Watson, etc. L'intelligence forte, certains disent 2025, d'autres 2100, on ne sait pas. En tout cas, on veut simuler l'humain, mais on ne sait pas le répliquer. Moi, je pense aujourd'hui que le Time qui disait 2045, le seul vrai débat qui mérite d'être posé, c'est est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le décide ? Donc moi, j'aimerais qu'on le décide pour savoir ce qu'on veut en faire, parce que l'intelligence artificielle, ok, mais j'aimerais surtout que l'homme reste autonome, intelligent, capable de décider par lui-même, et donc de prendre son destin en main, d'être un peu augmenté, d'être un peu aidé, ça me va très bien, d'être remplacé, ça me va beaucoup moins bien. Vous êtes plutôt positif sur la question ? Non, je ne suis pas positif parce que pour l'instant, le débat n'est pas lancé. Je serai positif le jour où les acteurs au niveau international décideront de se regrouper, ce qu'on va essayer de faire en 2018 pour y réfléchir et prendre des mesures internationale pour avancer au même rythme sur ce type de décision. Merci beaucoup Denis Jacquet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'ITélé. Je rappelle votre livre Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. C'est coécrit avec Grégoire Leclerc et c'est aux éditions du Nord. Merci encore d'avoir été avec nous. Avec plaisir.